Bonjour, bienvenue dans cet atelier sur l'intelligence artificielle, des exemples concrets. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec Nicolas Péridon de l'agence Raccourci, avec Maud de Studio Juillet et puis Cédric qui nous vient de l'OT de Chamonix-Mont-Blanc, à vous donner des exemples très concrets d'intelligence artificielle. Ça suit un parcours puisque on a eu, c'est la troisième session finalement dans ces rencontres du e-tourisme autour de l'intelligence artificielle. La première étape, c'était plutôt de comprendre l'intelligence artificielle, ce que c'est. C'est Alexandre Bertin qui, lors de la plénière, a fait une belle présentation. Hier matin, on avait un atelier sur je fais des rêves ou comment l'intelligence artificielle pourrait m'amener des solutions dans mon travail quotidien, dans mon organisation. Et puis le troisième atelier ce matin, on voit que c'est déjà parti et que finalement, l'intelligence artificielle, on s'en sert au quotidien. Et l'idée, c'était de faire venir à la fois des entreprises du secteur qui sont partenaires de nombreuses organisations touristiques en France, et en même temps de voir un exemple concret dans un office de tourisme pour dire ça y est, on y est. Donc on va avoir une première partie où on va regarder qu'est-ce qui se passe déjà, une autre partie où on va se projeter sur demain, qu'est-ce qui peut se passer. Au milieu, on aura des démonstrations. Et enfin, en dernière partie d'atelier, on aura Cédric qui nous témoignera de ce qu'a réalisé Chamonix avec l'intelligence artificielle. Donc, on sait que les utilisations de l'IA sont vraiment nombreuses. Déjà, on l'a vu depuis 2 jours, que ce soit dans la relation client, que ce soit dans la création de contenu, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative qui, depuis une petite année, s'est vraiment imposée dans le paysage. L'analyse de données, l'automatisation de certaines tâches, etc. On a pas mal d'utilisations concrètes. Ça a pas mal changé la donne depuis 1 an. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans son quotidien, si on se met sur Google, si on se met sur Microsoft, tout le monde est en train de lancer, que ce soit sur Adobe également, tout le monde est en train de lancer sa part d'intelligence artificielle au sein même de sa suite logicielle. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est ce qu'on va voir de suite, puisque dans le tourisme, ça fait longtemps qu'on commence et on travaille avec de l'intelligence artificielle. Et c'est donc Maud qui va commencer et qui va nous présenter un peu cette dynamique existante depuis longtemps. Alors je te laisse ce micro. Voilà. Je pense que... Vous m'entendez? Super. Et la zapette. Voilà. Bonjour à tous. Tu n'as pas besoin de technicien là, pour le moment? Non, pour l'instant ça va, je vais m'en sortir toute seule. Du coup, nous, on est une agence spécialisée dans l'e-tourisme depuis une vingtaine d'années. Donc, on accompagne de nombreuses destinations touristiques, dont Chamonix. Tu peux te mettre là, je me mets au milieu. Allez. Nous, on a développé une solution en interne donc de machine learning. C'est quoi le machine learning? Donc, c'est une branche de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'intelligence générative en ce moment, mais voilà, le machine learning, c'est aussi une intelligence artificielle qui existe depuis de nombreuses années. Concrètement, ça permet aux ordinateurs d'apprendre à partir des données, en fait. Ils vont apprendre tout seuls à partir des données qu'on leur a fait ingurgiter, entre guillemets. Comment ça fonctionne? Donc, ça va permettre, en fait, de créer des recommandations à l'internaute. Donc, comment on met ça en place? On va collecter des données. Ces données, ça va être l'historique des utilisateurs, RGPD friendly bien sûr, des données sur les articles, les évaluations, enfin toutes les données possibles. Ensuite, on va les pré-traiter, donc les nettoyer, les adapter pour qu'elles soient exploitables pour les ordinateurs. Et ensuite, on va appliquer l'algorithme qu'on a choisi, qu'on a déterminé. On va l'entraîner, donc on va entraîner cet algorithme sur les données qu'on a classifiées. Et enfin, après, à partir de là, on sera à même de générer des recommandations. En plus, ces recommandations, elles vont pouvoir s'alimenter en temps réel en fonction du parcours de l'internaute. Il y a plein d'applications que vous connaissez, que vous utilisez quotidiennement, qui utilisent le machine learning. Bon, Netflix, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Amazon, donc sur tout ce qui est recommandations plus e-commerce. Donc ça va vous faire acheter encore plus.
et Spotify pour vous faire écouter de la musique que vous aimez sans avoir à chercher. Voilà, donc tout ça derrière, c'est du machine learning. L'avantage des systèmes de recommandation, ça permet une personnalisation évidente. Donc c'est clairement agréable d'avoir des choses qui nous sont proposées, qui nous correspondent. D'un point de vue commercial, ça permet d'augmenter les ventes, bien évidemment, c'est assez significatif. Et enfin, ça permet de filtrer les informations et de ne pas communiquer d'informations inutiles à l'utilisateur. On va que lui communiquer des informations qui seront susceptibles de lui correspondre. Nous, donc, la solution qu'on a développée, elle s'appelle Intuitive. Je vous ai mis en fond, ça c'est l'algorithme, c'est vraiment le vrai algorithme qu'on utilise. Alors, ça a l'air assez simple comme ça, expliqué comme ça, le machine learning. Faut savoir qu'on a quand même fait appel à un enseignant-chercheur qui a accompagné un de nos développeurs en interne, parce que c'est quand même assez complexe à mettre en place. C'est aujourd'hui une solution qui existe depuis 5 ans environ, qui fonctionne toujours. Je suis revenue en arrière, pardon. Voilà, donc concrètement, parce que c'est le thème du jour, qui l'utilise dans le tourisme, on a plusieurs destinations qui l'utilisent. Certaines sont présentes, d'autres pas ici, mais voilà. Ça fonctionne donc sur le site de Chamonix, de La Plagne et d'autres. Montréal également, on s'est exporté outre-Atlantique. Je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais bien. Merci à Valentin de Studio J aussi qui va me permettre d'accéder au site de Chamonix. Donc Cédric, tu le connais bien. Alors là, donc on est sur la page d'accueil de Chamonix. Et en fait, si on descend, concrètement, ça se présente comment sur le site d'une destination. Si tu descends encore, voilà, scroll tout en bas. Hop, encore, t'es allé trop bas. Encore, juste en bas, voilà, spécialement recommandé pour vous. Donc là, il n'y a aucun traitement humain derrière tout ce qui va être affiché. Ça va vraiment être que de l'affichage qui va être généré en fait en fonction de mon profil. C'est-à-dire que si demain je me connecte, j'aurai pas le même affichage. Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir ces informations-là? Ça va être déjà, plus je vais naviguer sur le site, plus on va me connaître et plus on sera à même de me proposer des choses qui vont me correspondre. Après, il y a plein d'informations que je laisse, donc toujours RGPD friendly, qui nous permettent aussi de donner en fait des informations sur qui je suis et qu'est-ce que je pourrais aimer. Alors des choses qui vous semblent insignifiantes, mais typiquement le navigateur que vous utilisez, l'heure à laquelle vous vous connectez, le jour. Si vous êtes sur desktop ou sur mobile, la langue de votre navigateur, toutes ces informations-là, en fait, c'est des choses qui nous, pas pour nous, mais pour, en tous les cas, l'algorithme, l'intelligence artificielle, va pouvoir en faire quelque chose, plus après votre navigation sur le site, voilà, ça va permettre vraiment de nous apporter une information et au fur et à mesure, plus on va connaître l'internaute, plus ça va être pertinent. Et on le voit bien parce que du coup, on a un back-office. Je veux bien que tu passes sur le back-end, s'il te plaît. Alors, juste le premier chiffre. J'ai vraiment, voilà, c'est le site de Chamonix du 12 septembre au 12 octobre. Donc c'est la période glissante, c'est le mois glissant. Taux de transformation des contenus génériques, donc 5,80%. Le taux de transformation des contenus qui sont recommandés, c'est 13,06%. Donc voilà, j'ai pas cherché, j'ai juste ouvert sur la période glissante. C'est assez parlant. Donc transformation, c'est à partir du moment où il y a une action de contact vers, parce que Chamonix est dans une logique de vente en ligne, donc c'est à partir du moment où il y a un clic sur une information de contact. Parce que voilà, l'achat ne se fait pas directement sur Chamonix. C'est tout pour moi sur cette partie-là. Merci Maud pour cette démonstration limpide. Et donc, on va directement continuer avec Nicolas. Voilà, qui récupère la zapette aussi. Voilà. Merci bien. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu comment on est venu à faire de l'IA chez Raccourci. Et on a commencé à se poser des questions d'usage avant tout, parce qu'on avait développé un premier produit qui s'appelle une première version du produit Fairguest, qui collectait un gros volume d'avis clients. Et on a bien senti qu'à partir de ce gros volume d'avis clients où on avait énormément d'informations,
pour être capable de comprendre ce qu'il fallait percevoir de ce que disaient les clients sur le produit. On a eu besoin d'aide parce que les volumes d'avis en termes de lecture ou même les approches très statistiques globales ne suffisaient pas. Donc on est vraiment parti sur des questions d'usage qui sont celles que je vous ai remises sur la slide. Donc on se posait la question de quoi parlent les avis clients, quels sont les sujets, les thématiques abordées par les clients à travers les avis. Savoir si sur ces thématiques-là, le client il était satisfait ou insatisfait, ça nous semblait très important de le comprendre, pour savoir ce qu'il fallait améliorer et ce qui marchait bien. On s'est aussi dit que aider le professionnel à répondre aux avis en ayant un outil qui permet de construire la réponse à sa place, c'était un enjeu important. Ça, on était en 2017. Donc à ce moment-là, on se posait vraiment la question comment on va y arriver un jour et ça nous semblait une vraie montagne à franchir. Et la dernière question qu'on s'est posée et où on s'est dit il y a un vrai cas d'usage, c'est aussi sur comment on peut prédire quelles sont les actions concrètes qu'un professionnel ou qu'une destination peut mener pour que l'e-réputation de son établissement ou de son territoire puisse évoluer dans le bon sens. Cette dernière question, pour l'instant, on ne sait toujours pas y répondre de façon complète. En tout cas, on a des outils qui aident l'humain à analyser les données, mais ça reste l'humain qui, à partir des données qu'on lui donne à voir à travers l'outil d'observation, doit se poser les questions et doit réfléchir en se disant voilà, je sais qu'il y a ça je détecte qu'il y a ça qui marche pas, qu'il y a ça qui marche, je vais continuer à améliorer ce qui marche parce que ça c'est très très important de le garder et que ça continue à fonctionner. Je vais essayer de corriger les problématiques de ce qui marche pas dans l'établissement ou sur la destination, mais c'est pas encore l'IA qui lui dit quels sont les axes d'amélioration sur lesquels il doit travailler. Donc je vais rentrer un tout petit peu dans 2-3 éléments techniques en essayant de vous donner une vision de comment les outils, d'où viennent les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, que c'est une évolution continue de la technologie, que ChatGPT n'est pas arrivé du jour au lendemain de rien. Et je vais essayer de vous dire un petit peu plus tard dans la présentation aussi, quels sont les enjeux technologiques et les défis qu'il y a sur ces outils-là. Est-ce qu'ils vont permettre ou pas d'évoluer en termes fonctionnels? Donc en gros, et là on s'intéresse surtout à la partie analyse sémantique et traitement du langage, qui est une des branches de l'IA. Donc au tout départ, il y a des premiers outils qui sont apparus autour de 2017-2018, qui permettaient de construire un modèle de langage. Donc pour construire un modèle de langage, l'approche qui était très très nouvelle, c'était de se dire qu'on utilisait un réseau neuronal qui, lui, cherchait à projeter dans un espace vectoriel avec un très grand nombre de dimensions. Alors au départ sur un mot, et les outils ont évolué sur le fait que maintenant ils sont capables de prendre un ensemble de phrases et plus uniquement un mot en entrée. Mais en fait, c'est bien la projection dans un espace vectoriel et le positionnement de ce vecteur dans cet espace qui représente la sémantique et le sens du mot ou de la phrase. Et du coup, si on projette plusieurs phrases ou plusieurs mots dans le même espace, le fait qu'ils soient proches géographiquement permet de savoir quelle est la proximité sémantique. Et du coup, après, on utilise des outils, tout un tas d'outils mathématiques de proximité spatiale, où là, il y a beaucoup plus d'outils sémantiques et ça devient beaucoup plus facile à manipuler en termes mathématiques parce que c'est des vecteurs sur lesquels on compare des distances et plus du tout du texte qu'on cherche à analyser. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. 9h15, un jeudi matin, c'est pas mal. Donc, à partir de ces premiers outils-là, on a été amené pour répondre aux 2 premières questions qu'on se posait, c'est-à-dire identifier de quoi parlaient les gens dans les avis et savoir s'ils en parlaient de façon positive ou négative, à construire une chaîne de traitement, un peu de la même façon que Maud vous a expliqué qu'ils avaient construit une chaîne de traitement pour traiter la problématique de recommandation. Là, il y a toujours, et de la même façon, on doit nettoyer les données, les découper. Sur un avis, il faut découper l'avis en petits fragments pour que chaque fragment parle de la même chose.
Après, on a vraiment la partie vectorisation du vocabulaire, ce que je vous expliquais juste avant. Il y a la partie clusterisation, donc ça cherche à trouver tous les vecteurs qui sont dans le même espace, proches dans l'espace, et du coup retrouver tous les éléments qui parlent de la même thématique. Et ça permet, il y a des outils qui permettent de dégager les thématiques qui ressortent dans le corpus de texte qu'on a. Après, on a quand même eu une phase de supervision humaine où justement parmi toutes les thématiques que l'algo nous a remontées, on a fait une sélection de celles qui nous semblaient pertinentes ou non pour les suivre. Et après, on a entraîné un autre réseau neuronal qui, maintenant qu'on savait quelles étaient les thématiques qu'on voulait analyser, permettait, quand on lui donnait en entrée un nouveau texte, de nous dire si ce texte appartenait ou pas à une thématique. Donc ça nous a permis d'avoir un réseau neuronal pré-entraîné qui, quand on lui donnait tous les avis qu'on collecte sur Fairguest, aujourd'hui maintenant on est à plus de 20 millions d'avis collectés. Sur chacun des avis, à chaque fois qu'on les collecte et qu'ils rentrent dans la base de données, ils passent par cette chaîne de traitement et on est capable de dire cet avis parle de cette thématique ou pas. Et on a entraîné un autre réseau neuronal, où là c'est pareil, c'est aussi un apprentissage en deep learning. Donc c'est bien la machine qui apprend toute seule, mais par contre pour qu'une machine apprenne toute seule, il faut quand même être capable de lui donner un jeu de données qu'on appelle annoté. Donc c'est-à-dire que nous là on a essayé de lui donner un jeu de données d'un ensemble de tout un corpus d'avis où on lui disait voilà, ça c'est des avis positifs, ça c'est des avis négatifs, et à partir de ce jeu de données, lui il apprend à reconnaître un avis positif d'un avis négatif. Un contenu textuel positif ou négatif sur une thématique, parce que c'est un fragment d'un avis et pas l'avis complet. Donc le résultat que ça donne sur le produit qui est en production, ça nous permet d'afficher ces tableaux de bord que vous voyez à l'écran. On est capable de ressortir sur un établissement, mais aussi plus globalement sur un ensemble d'établissements d'une même filière sur une destination. Ce que les gens apprécient, ce que les gens critiquent. Donc ça, c'est bien la polarité, et si c'est positif ou négatif, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on voit que sur un hôtel, l'hôtel Bristol à Avignon, sur l'accueil, les gens trouvent que c'est un accueil chaleureux, impeccable, que c'est un très bon accueil, qu'ils sont discrets mais présents, que le personnel est accueillant et arrangeant, que le personnel est agréable. Donc on retrouve toutes les expressions et tous les fragments d'avis qui parlent d'accueil de façon positive sur l'établissement. Et donc on a bien été capable de retrouver quels étaient les fragments des avis qui parlaient des différentes thématiques. Et le pendant, c'est bien sur la partie négative aussi, où du coup, on voit qu'il y a des clients qui se plaignent que l'accueil manque de personnalisation, que le personnel n'est pas toujours très agréable et qu'il y a des problèmes de service. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une représentation des résultats. Et ça, on a commencé à mettre la première version en ligne en 2018. Avec ces outils d'analyse-là, on est aussi capable du coup de situer sur l'ensemble des thématiques qu'on a identifiées. Alors là, la représentation graphique qui est ici, elle montre à la fois le ratio entre les avis positifs et négatifs sur chaque thématique, et aussi, ce qui reste très très important dans l'analyse, le nombre de fois où cette thématique est abordée dans les avis clients. Typiquement, le parking, les gens ne sont pas super satisfaits, mais ils n'en parlent pas beaucoup. Donc ce n'est pas un axe sur lequel ça va être très intéressant de s'améliorer. Par contre, le confort, c'est pas tellement mieux noté que le parking, mais par contre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de gens qui se plaignent du confort. Donc il y a sûrement pour cet établissement-là des axes d'amélioration à faire prioritairement sur le confort. Donc typiquement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La machine permet de pré-mâcher le travail et d'analyser les données pour vous en donner un outil d'observation. Mais la dernière étape d'analyse, à partir des informations qu'on est capable de remonter, quelles sont les actions possibles et sur quels sont les axes d'amélioration sur lesquels on doit travailler, ça reste à l'humain de le faire pour l'instant. Donc aujourd'hui, Fairguest, en termes d'usage, c'est 7 régions qui sont clientes et qui utilisent le produit pour observer les prestataires de leur territoire.
45 départements et 185 offices de tourisme qui utilisent quotidiennement le produit. Merci Nicolas pour cette démonstration et on va poursuivre avec Géraldine qui va nous parler avec Maud. Pourquoi je dis Géraldine? Avec Maud, pardon, excusez-moi. C'est jeudi matin, faut m'excuser. Voilà. Et juste en attendant, vous avez plein de places ici, vous serez sans doute mieux que assis par terre quand même. Voilà. C'est sympa, il y a toute la team raccourci qui arrive là. Maud, je t'en prie. Alors, du coup, je vous ai parlé de machine learning avec Intuitive, donc la solution qu'on a développée il y a 5 ans. Ça évolue très très vite, l'IA. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative et de ChatGPT. Donc forcément, on s'y intéresse. Ça avance très très vite. Nous, on a commencé à l'intégrer et à l'exploiter, donc avec l'API, à pouvoir faire des développements avec. Et pour ce faire, je vais passer la main à Valentin, donc, qui est développeur, qui a lui-même développé le petit outil qu'on a mis en place, pour l'instant sur une solution interne, mais qu'on est en train de développer pour des destinations. Voilà. Valentin, c'est à toi. Allez, c'est parti. Bon, eh ben, bonjour à tous. Du coup, effectivement, on a développé un assistant interne pour pouvoir aider les utilisateurs. Voilà, pour aider les utilisateurs pour pouvoir répondre aux questions des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs qui sont sur un site internet qui ont des questions sur une destination, ou si par exemple je souhaite réaliser des posts Facebook sur une solution, donc c'est adapté à peu près toutes les cibles. Donc alors pour réaliser cet assistant interne, on a utilisé l'API de ChatGPT. Donc alors ChatGPT, je vais par exemple vouloir lui faire un post Facebook sur Loopy. Loopy qui est une application pour pouvoir faire des parcours à vélo. Du coup, en amont, alors évidemment ChatGPT actuellement ne connaît pas Loopy, voilà, c'est pas quelque chose qui est dans sa base de connaissances. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre à ChatGPT, je vais lui donner la connaissance de qu'est-ce que c'est Loopy. Donc pour cela, en fait, je vais commencer par déterminer les données qui sont pertinentes. Donc en l'occurrence, on peut utiliser des guides d'utilisateurs, par exemple le guide d'utilisateur de saisie de parcours, ou également tous les avis utilisateurs de l'application qui existe sur Android ou iOS. Ensuite, il nous a fallu préparer les données. Donc alors ChatGPT, c'est quand même important de lui fournir des données qui soient pertinentes, donc il nous a fallu les nettoyer un petit peu. Par exemple, si jamais j'ai un guide d'utilisateur, et bien dedans je vais me retrouver avec le sommaire, titre 1, titre 2, titre 3, etc. Ce genre de données, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de les envoyer à ChatGPT, il ne saura pas quoi en faire. On va donc les filtrer et également les vectoriser. Donc c'est quelque chose qu'on vous a expliqué très bien tout à l'heure. Voilà, je vois que tout le monde a écouté. Donc après, ces données qui sont vectorisées, on va les insérer dans une base de données vectorielle. Donc en fait, pour expliquer rapidement avec un exemple plutôt concret, je vais avoir deux phrases. Par exemple, la voiture est bleue et les marrons sont dans le four. Eh bien, je vais prendre ces deux phrases et je vais les vectoriser grâce à ChatGPT et les insérer dans la base de données vectorielle. Si jamais je fais une recherche avec le terme couleur, eh bien, la voiture bleue va ressortir, mais les marrons sont dans le four ne va pas ressortir. Donc là, c'est un exemple plutôt concret, et c'est avec ça qui... Bon, on va voir ça à la suite. Voilà. Ensuite, il faut déterminer le prompt adapté. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de manière générale avec ChatGPT. C'est si jamais vous ne lui donnez pas la bonne consigne dès le départ, bon, il risque de partir à gauche, à droite. Ça peut être un peu compliqué. Et ensuite, le mieux, c'est que je passe directement à la démo, exactement, ça sera plus parlant pour tout le monde, et c'était juste ici. Voilà, hop. Donc bon, c'est un petit outil rapide, développé en interne à des fins de test, hein. Il n'y a rien de final ou qui est vendu ainsi, mais c'est un très bon concept pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette solution. Donc par exemple ici, hop, je vais poser le micro pour pouvoir taper. Voilà. Fais-moi un post Facebook avec 20 smileys sur Loopy.
Bon, je peux déjà vous dire que les 20 smileys, il y a peu de chances qu'on les ait, parce que ChatGPT ne les a pas très bien comptés. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà dès le départ? Au tout début, donc là ici c'est le prompt que nous on a généré, donc je lui dis qu'il est un employé de chez Loopy. Oh, bah, il a mis beaucoup de smileys. Que c'est un employé de chez Loopy et que je lui fournis des points qui correspondent à la base de connaissances, donc c'est la base de données vectorielle, et de répondre aux questions en utilisant uniquement les informations fournies ci-dessous. Donc c'est-à-dire que là, ici, j'ai fait moi un post Facebook avec 20 smileys sur Loopy, donc ça, je le prends et j'utilise la base de données vectorielle pour ressortir un extrait de notre base de connaissances. Et donc la base de connaissances, c'est la partie qui est ici. Vous voyez, ici, là, j'ai une première ligne. Ben, voilà, ici, une deuxième. Moi, j'ai fait en sorte qu'on ait à peu près 10 extraits de la base de connaissances. Bon, en l'occurrence, c'est principalement des avis utilisateurs. Ici, on a un petit morceau, par exemple, là, du guide d'utilisation. Bref, voilà. Et à la fin, du coup, on a un post Facebook avec, bon, je pense que là, les 20 smileys y sont, du coup. Et à la fin, il est plutôt pertinent. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que j'utilise une base de données vectorielle et pourquoi est-ce que je ne lui envoie pas plutôt l'ensemble des données directement? L'une des raisons à ça, et bon, je sais que Raccourci va en parler juste après, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais c'est que nous, on utilise ChatGPT 3.5 et on est limité à un nombre de tokens de 4000 ou 8000. Bon, en l'occurrence, ici, pour cette partie de test, je me suis limité à 4000. Un token, qu'est-ce que c'est? Ça va être le nombre de... Alors par exemple, ici on a application, eh ben, ça doit faire à peu près 4 tokens. Je crois que c'est comme ça qu'il compte. Donc voilà, donc évidemment si je lui fournissais l'ensemble des données, on aurait largement dépassé les 4000 tokens, même si on avait utilisé ChatGPT 4 qui peut monter jusqu'à 32 000, on aurait beaucoup trop d'informations. L'avantage de faire ainsi est de ne pas entraîner tout le modèle avec les données de Loopy, c'est que je peux changer très facilement la base de connaissances. Donc c'est-à-dire que là, actuellement, j'utilise Loopy, mais je pourrais très bien mettre à jour la base de données vectorielle et insérer toutes les données d'une destination et pourra faire des recherches, par exemple, dis-moi qu'est-ce que je peux faire un samedi soir dans la baie de Quiberon. Et à ce moment-là, grâce à la base de données vectorielle, eh ben, il va pouvoir aller piocher directement les informations qu'il lui faut pour pouvoir répondre à l'utilisateur. Et ça, c'est une modification, c'est quelque chose que je peux faire très rapidement en 5 minutes. Enfin, et d'ailleurs même la destination pourrait mettre à jour facilement ces données. Par contre, le nettoyage de la base de connaissances, ça doit prendre beaucoup de temps, non? Après, ça va dépendre de l'algorithme qu'on veut et à quel point est-ce qu'on veut que ça soit nettoyé. Là, j'ai donné par exemple tout à l'heure l'exemple avec titre 1, titre 2, titre 3. Eh ben, on peut par exemple squeezer tout ce qui est une phrase avec moins de 32 caractères. D'accord. Non, je disais qu'on était bien avancé déjà, je regardais ma montre, donc il va falloir qu'on continue. Ok, ça marche. Bon, hop. Et bien après. Et bien voilà. Merci Valentin. Et donc on va passer la parole à Nicolas et Sébastien qui va se mettre aux commandes. Voilà. Puisque chaque équipe, vous voyez, a son entraîneur, préparateur physique. Enfin, ça fait plusieurs semaines qu'ils y sont quand même. Parce qu'ils se sont dit à 9h du matin, vous parlez de vectoriel un jeudi matin, ça va être costaud. Mais là, vous avez tout suivi, donc c'est bien. Donc là, avec l'aide de Sébastien, ce qu'on va essayer de vous montrer et de vous faire la démonstration, c'est la réponse fonctionnelle qu'on a réussi à avoir sur comment aider un prestataire qui a un avis à générer le texte de réponse pour publier une réponse sur la plateforme sur laquelle l'avis a été déposé. Du coup, Seb, si tu veux passer sur le... Donc là, on est vraiment sur l'application en production. C'est ce qu'on propose maintenant aux professionnels qui ont pris l'option payante sur Fairguest. Ils n'ont pas accès qu'à cette fonctionnalité de réponse. Ils ont aussi un premier niveau d'information qui est leur tableau de bord, où ils voient la moyenne de leurs notes sur l'ensemble des avis. Et le premier travail de Fairguest, je vais peut-être le préciser pour vous aider à comprendre le contexte, c'est bien de collecter l'ensemble des avis de ce prestataire sur l'ensemble des plateformes où il est présent. Donc là, on lui dit qu'il a une moyenne de 7,2. On lui dit quels sont les derniers avis positifs, les derniers avis négatifs qui ont été déposés sur son établissement. Et là, on lui redit qu'il a 14 avis sur lesquels il n'a pas apporté de réponse
actuellement sur la plateforme, sur l'ensemble des plateformes. Et après, il a aussi accès à toute la partie analyse sémantique sur ce que les gens apprécient, ce qu'ils critiquent sur son établissement. Sébastien, je veux bien qu'on aille sur la partie répondre à ses avis. Donc là, on voit quels sont les avis et qui ne sont pas tous positifs. On peut commencer à voir pour le premier, où la personne trouve que les équipements sont de qualité, que c'est propre. Non, il le met dans le positif, mais il dit que la propreté est médiocre. Il dit que les propriétaires ne sont pas très très conviviaux. Donc là, c'est pas évident de répondre quand on est prestataire, quand on a ce genre d'avis, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel aussi pour le prestataire. Donc on va essayer de voir ce que nous propose ChatGPT pour aider à répondre à ce type d'avis. Donc là, on vient de lui envoyer un prompt où on lui donne tout un tas de contextes et l'API ChatGPT est en train d'essayer d'écrire la réponse. Et forcément, en démo, c'est beaucoup plus lent que d'habitude. C'est logique. Donc on voit quand même que ChatGPT arrive à répondre à la problématique et aux problèmes cités par le client avec un ton et un type de réponse très 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 commercial et positive, et où justement il est dans l'accompagnement du client et dans le fait qu'il a entendu les critiques qui ont été faites sur l'établissement et qu'il va vouloir en tenir compte. Donc on voit que même sur un avis où a priori, je pense que dans la salle, il y en a peu qui auraient été capables de trouver la bonne réponse à apporter, surtout si on parlait de leur travail au quotidien et de leur établissement. Là, ChatGPT permet bien d'apporter une réponse qui, en plus d'être correctement écrite et d'avoir un outil qui sait écrire, est capable aussi, parce qu'on a travaillé un prompt et qu'on lui a donné les bons paramètres pour lui indiquer dans quel sens il fallait répondre, apporte une réponse qui est appropriée et qui va permettre à l'établissement de corriger le défaut d'un avis négatif sur les plateformes. Donc après, si la première réponse qui est fournie par ChatGPT n'est pas complète aux yeux du prestataire, ou si le prestataire, et c'est souvent le cas, a des éléments d'information dont l'application Fairguest ne dispose pas. Par contre, par exemple, là, Sébastien est en train de préciser que le client était très satisfait du parking, parce qu'on sait que ce client-là nous en a fait part au moment de son départ. On peut venir ajouter du contexte et demander à ChatGPT de reformuler une réponse en prenant en compte les informations supplémentaires qu'on vient de lui donner. Donc c'est des informations complémentaires qu'on va venir ajouter au prompt. Et on voit bien que dans sa réponse, il prend en compte les informations complémentaires qu'on vient de lui donner. Et c'est pareil, là, c'est pour les prestataires qui ne sont pas tous des gens qui manipulent facilement le fait d'écrire. L'information complémentaire peut être donnée de façon très brute et il n'y a pas du tout besoin de faire un effort rédactionnel. Nico, je vais te demander d'accélérer parce qu'on est vraiment très en retard. Ok, ça marche. Ben, en gros, voilà, pour la démo, c'était ce point-là que je voulais démontrer, c'est bon pour moi. Merci beaucoup Nico. Voilà. Là, je l'ai accéléré. On va se remettre sur le PowerPoint. Voilà. Et donc, alors, ensuite... Vas-y. Ok. Voilà. Alors, je vais aller très très vite pour laisser le temps à Chamonix de s'exprimer également. L'idée, c'est... et demain, demain, si ça veut bien... Ah, merci. Je ne sais pas si vous connaissez... On n'est plus en mode diapo. Merci. Et demain, si on se projette vraiment, ça vous parle ? Ouais. Apple qui sort son premier ordinateur spatial, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle. Demain, clairement, je pense qu'on arrêtera de taper des ordres à ChatGPT et on aura un petit Jarvis. Alors, demain.
Mais plus concrètement, si on revient sur Terre et dans le tourisme, il y a plein de nouveaux usages à imaginer. On n'en est qu'aux prémices. Il va y avoir forcément une intégration de l'IA de plus en plus diffuse dans la suite Adobe, dans nos ordinateurs. Concrètement, ça fait 30 ans qu'on demande à l'humain d'interagir avec la machine. Aujourd'hui, c'est un peu ça la révolution, c'est que c'est la machine qui interagit avec l'humain. C'est la machine qui apprend à parler comme nous. Donc clairement, ça va bénéficier à l'expérience utilisateur, à l'expérience du voyageur. Donc nous, on est en train toujours de réfléchir avec nos destinations, nos partenaires, comment aller là-dessus, avec des logiques d'assistants et de la connexion de briques d'IA, en fait. C'est aussi la clé qui va permettre de faire des tâches de plus en plus évoluées et d'aller vers des assistants seniors plus que des assistants juniors. Voilà, et ça sera le mot de la fin, et je passe la parole à Nicolas. Pour voir ce qui va se faire demain. Donc, merci Maud pour ce témoignage. Nico? Je vais vous réembêter un peu avec un peu de technique, parce que j'aime bien ça et que c'est quand même mon métier de base. Pour vous donner quand même, sur un point de vue technique, deux axes, et ça reprend tout à fait le proof of concept que Studio Juillet vient de vous présenter. C'est qu'il y a bien un élément qui est hyper important pour les usages à venir, c'est comment on fait pour que ces moteurs conversationnels, on leur amène de la connaissance spécifique à votre domaine d'activité. Et c'est bien la taille du prompt et le nombre de tokens dont on parlait. Et on voit que ça, c'est en train d'évoluer très vite. C'est qu'aujourd'hui, ChatGPT 3.5, c'était 4000 tokens. ChatGPT 4, c'est 32 000 tokens. Donc c'est bien la quantité de connaissances qu'on est capable d'injecter au moteur conversationnel pour qu'il soit capable de... Quelles sont les infos supplémentaires pour amener de la connaissance qu'il va utiliser dans ses réponses. L'autre élément hyper important, c'est aussi la façon dont on peut préfiltrer et sélectionner les informations dans une base de connaissances très large. Et quelles sont, parmi toutes ces informations, celles qu'on va donner à manger à ChatGPT pour qu'il construise sa réponse à partir de cette connaissance. Et là, il y a un outil qui s'appelle OpenSearch, entre autres, mais il y en a d'autres, et qui implémente des algorithmes qui s'appellent KNN, c'est pour Know the Nearest Neighbor, donc c'est pour savoir quel est le voisin le plus proche. Et du coup, on est bien sur toujours cette idée de vectorisation. Donc en fait, sur tous les textes de la base de connaissances, on va créer des vecteurs de tous ces textes. Et du coup, quand on va poser la question, on va aller chercher tous les contenus qui sont proches sémantiquement de la question. Et c'est que ces contenus-là qu'on va injecter à ChatGPT dans le prompt. Et donc on voit bien qu'on a des outillages qui permettent de commencer à avoir des vraies solutions. Parce que c'est très clairement un des points faibles de ChatGPT jusqu'à aujourd'hui et une des limites dans les fonctionnalités qu'on peut inventer, c'est qu'il se limite à la connaissance que lui a de base et on n'est pas capable de lui apporter énormément de connaissances supplémentaires. Nico, une précision, maintenant que ChatGPT 4 peut aller sur Internet, est-ce que si on lui donne une URL, il peut aller chercher plus de tokens et plus de contenu directement sur le web? Oui, il peut, mais une seule page web, c'est souvent limité comme connaissance. Et souvent, on a des bases de données avec énormément de connaissances et que c'est plus intéressant de lui apprendre spécifiquement les connaissances qu'on veut, vers lesquelles on veut orienter la réponse. Là, je vais vous expliquer un tout petit peu les fonctionnalités qu'on envisage d'intégrer dans nos produits. Donc forcément, les premiers résultats qu'on obtient en utilisant de l'IA dans nos produits nous poussent à se dire que il faut partir à fond dans cette voie-là et qu'il y a plein de fonctionnalités à inventer avec cette nouvelle technologie. Là, j'ai pris quatre exemples. L'exemple du roadbook, qui est l'application de conseils en séjour chez nous, où on a un ensemble de feuillets qui reprend toute l'information pour aider à conseiller un vacancier quand il est sur place. Et là, en utilisant globalement la même proposition fonctionnelle que la démo que vient de vous faire Studio Juillet et les technologies que je viens de vous expliquer, c'est bien d'avoir un chat conversationnel qui sait répondre aux questions du voyageur en accueil physique à partir de la base de connaissances que les conseillers en séjour ont construit. Et on voit quand même qu'il y a il reste du travail pour l'humain,
parce que construire cette base de connaissances avec les conseillers en séjour, c'est un vrai challenge. Et Mélanie, qui est dans la salle et qui s'occupe d'animer les destinations qui mettent en place le produit, pourra vous en parler après si ça vous intéresse, mais c'est un vrai challenge aussi d'intégrer les équipes et de leur faire produire du contenu sur ce sujet-là. De la même façon, sur votre site internet, le fait de ne plus avoir un moteur de recherche où on tape des mots-clés, mais où on pose une question et où le site web, le robot conversationnel est capable d'aller chercher dans l'ensemble des pages du site web la réponse à votre question, c'est une façon nouvelle d'interroger une base de données et c'est pas le même mode de réflexion que le moteur de recherche, mais on peut aussi vraiment avancer dans cette direction avec les technologies qui sont disponibles aujourd'hui. On a un nouveau projet en cours qui s'appelle YouBook qui vise à agréger l'offre d'activités. Et par rapport à ce produit-là, on va aller chercher des activités dans plein de bases de données distinctes. Et on voit bien qu'en termes de diffusion, arriver à identifier les typologies d'activités pour être capable de construire l'arborescence du catalogue est un point essentiel aussi en termes de diffusion. Donc là, c'est plus les outils de classification comme ceux utilisés sur Fairguest qui permettent de savoir quelle est la thématique abordée. Donc ces mêmes outils-là vont nous permettre d'automatiquement ranger dans les bonnes catégories les activités qu'on récupère en allant se connecter aux différentes bases de données. Et enfin, pour finir, on est aussi en train de travailler sur, et là il y a un énorme enjeu aussi, à essayer de détecter quelles sont les thématiques autour du développement durable et comment évolue la perception de ces thématiques à la fois dans la diffusion et la communication que font les prestataires sur leur site internet, sur les fichiers cités, et de comparer ça à ce qui est dit dans les avis clients autour du développement durable, pour essayer de voir pour essayer d'accompagner les destinations et les prestataires sur l'amélioration de ces points-là et de les accompagner dans une démarche plus vertueuse sur le développement durable. Merci. Merci à toi. Je croyais que tu avais encore une diapo. Mais si, oui, très rapidement. J'oubliais, mais j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Il y a quand même une question que j'avais posée au tout début, sur laquelle on n'a toujours pas su répondre. C'est bien la capacité de l'IA à savoir prédire quelles sont les améliorations qu'on doit mettre en place pour que l'e-réputation et la satisfaction client dans l'établissement deviennent meilleures. Et ça, avec les technologies qu'on a à notre disposition aujourd'hui, on n'a pas su répondre encore à cette question. Mais si les outils continuent d'évoluer dans le sens que je viens de présenter, et si la quantité de données qu'on est capable d'injecter en connaissance augmente, il y a de fortes chances que dans un avenir assez proche, on soit capable aussi de répondre à cette question. Merci Nicolas. On en parlait hier, moi je rêve d'avoir un outil, alors je le dis comme ça pour les entreprises, qui permettent à un saisonnier d'arrêter d'avoir des tonnes de PDF sur des points super précis de la connaissance du territoire, ou même pour un conseiller en séjour. Et il suffirait de dire qui c'est, quel est l'auteur italien des fresques de l'église romane de tel village, pour que directement on puisse avoir la réponse sans être obligé, pour une question qu'on aura une fois dans la saison, d'aller faire une recherche super précise, quoi, en fait. On va poursuivre et terminer avec un exemple là, concret d'un OGD, avec Cédric de Chamonix-Mont-Blanc sur la campagne en cours. Tu me dis quand je dois stopper, au moins 5 minutes avant, parce que là, ça va être sport. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup. Donc moi, je suis responsable CRM à l'Office du tourisme de Chamonix. Je suis très content en fait de vous partager un petit peu les coulisses de la campagne de communication qu'on va lancer là maintenant dans quelques jours, et puis vous montrer vraiment concrètement, j'aime bien ce mot en fait, comment on a mis en place cette campagne et comment on a utilisé concrètement ChatGPT et puis Midjourney dans la création de la campagne, et surtout comment le facteur humain a été déterminant dans la création. Avant ça, quelques éléments de contexte très rapidement.
Il y a quelques mois, on a lancé, comme pour beaucoup d'autres entités comme la vôtre, un appel d'offres auprès d'agences pour cette communication, pour la promotion de la destination cet hiver. Et les propositions des agences, en tout cas leur réflexion et leur interprétation, n'avaient pas vraiment retenu notre attention. Donc Nicolas Durochal, directeur de l'Office du tourisme, nous a lancé un défi. Il nous a dit, écoutez, c'est simple, sur la forme et sur le fond, en tout cas sur la forme, cette vision de destination, d'envie de virage carte postale avec du soleil, de la neige, du paysage, ça j'en veux pas. J'en veux pas dans la prochaine campagne. Et également en fait sur le fond, tout ce listing, cette FAQ des avantages de la station par rapport à n'importe quel touriste qui pourrait le consulter, ça je veux pas non plus. Je veux pas non plus. Et la chance qu'on a eue, c'était qu'il nous propose vraiment d'appuyer sur le bouton stop en disant écoutez, rassemblez-vous en termes d'équipe et essayez d'avoir une réflexion globale en se disant pour chacun d'entre vous, chaque client, pourquoi chaque client va privilégier plutôt la destination de Chamonix par rapport à une autre. Quels sont les facteurs déterminants, quelle stratégie de différenciation on peut avoir pour privilégier un territoire par rapport à un autre. Et cerise sur les gâteaux, essayons de regarder comment, au vu de l'actualité numérique, on peut intégrer l'intelligence artificielle à travers, à ce moment-là, effectivement, l'émergence de ChatGPT ou de Midjourney. Donc on est le 20 juin 2023. Ça, c'est la première slide. On s'est fait à l'ordre du jour un rappel du contexte, un grand brainstorming autour de la table, sur lesquels, effectivement, on devait échanger avec autour dans les différents acteurs de réflexion. On avait des élus, on avait différents membres de l'équipe, des experts, en fait, dans chacun de leur métier, au niveau de la presse, de l'édition, d'image, du social media, de la stratégie marketing. Et on s'est dit, bon, voilà, quels sont nous, en tant qu'experts dans chacun de nos métiers, mais aussi experts du territoire, on peut déterminer à travers différents bilans chiffrés, bilans de saison, quelles sont pour nous les meilleures attentes des clients, comment on peut déterminer, comment on peut mettre en place en fait une véritable stratégie de différenciation. Donc les premières réflexions qui sont arrivées sont assez globalement ressorties autour de la sensibilisation à la biodiversité. Et dans les 3 autres thèmes qui sont dégagés, ce sera plutôt de redécouvrir les vacances à la montagne dans une dimension plus responsable et pédagogique, d'apporter une réelle valeur ajoutée au client pendant son séjour, et puis une chose importante, on va y revenir un petit peu après, ça va être d'intégrer l'animal, de le mettre vraiment au premier plan dans la campagne, parce qu'on avait un axe, comme vous avez pu le deviner, plutôt orienté sur la préservation de notre environnement. Et ça, en fait, on a fait un jeu de ping-pong du coup avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT. On est vraiment parti en mode gestion de projet pour dire, bon voilà, on va être naïf, on voilà comment ça se passe. Comment on va utiliser l'outil dans notre réflexion et clairement jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'on peut lui demander clairement quel est le slogan de la campagne quoi. Donc voilà, on l'a propose-moi un slogan pour la campagne de communication d'hiver de Chamonix. Et tout de suite, en fait, l'avantage et l'inconvénient de l'outil, on a remarqué qu'effectivement en quelques secondes, l'effet AOU, c'est qu'on peut avoir 40 slogans qui arrivent en français ou en anglais. Mais on se rend compte au fur et à mesure de différentes requêtes que c'est à peu près toujours la même chose. En tout cas, il y a des mots-clés forts qui reviennent. Aussi bien en français qu'en anglais. Justement, les Anglais, pourquoi ils viennent à Chamonix? On lui pose aussi naïvement la question que viennent chercher les Anglais à Chamonix. Et là aussi, on a des réponses un peu basiques sur les grands axes, ou en tout cas les grandes installations de la station. Mais on arrive quand même à avoir des réponses. Par rapport à tout ça, grâce à ce jeu ping-pong, on a rebossé en fait, et sur ce maillage qui peut être assez impressionnant, on s'est rendu compte que l'outil nous a permis aussi d'avoir des convictions par rapport aux premiers éléments de langage qu'on a pu émerger auprès de chacun d'entre nous, d'en écarter d'autres, évidemment, et puis de se dire, voilà, effectivement, cet axe lié à la biodiversité, à la sensibilisation de l'environnement, c'est différenciant par rapport à d'autres campagnes de communication pour la promotion de l'hiver 2023. En plus, pour ajouter à cela, cette promesse, cette reconnexion à la nature, elle fait partie aussi du deuxième pilier de notre plateforme de marque, qui est confortée par toutes les différentes actions de nos partenaires, de la collectivité, de différents acteurs locaux, comme la Compagnie du Mont Blanc, la Compagnie des Guides, qui déjà depuis de nombreux mois, de nombreuses années, mettaient en place des actions de sensibilisation là-dessus. Donc on avait du fond, on avait vraiment du contenu là-dessus, et c'était vraiment un angle qu'on voulait développer.
En sortie post-Covid, on avait quand même remarqué sur différentes études que ce que les clients voulaient, c'était vraiment avoir un lien plus fort avec la nature. Et à contrario, l'enjeu principal pour la vallée de Chamonix, c'était sur cet angle-là de préserver sa biodiversité en sensibilisant les publics. Donc là, vraiment, on avait un écho, une résonance forte par rapport à notre message. Et on pouvait offrir justement à nos clients une nouvelle accroche qui est une reconnexion ultime à la nature et qu'on a traduit par reconnecter la nature. Alors, reconnecter la nature, elle était plutôt maligne parce que d'un côté, on avait une image assez connectée, une image du territoire assez positive par rapport à l'actualité numérique et digitale, puisqu'on pouvait non plus travailler avec l'intelligence et puis de pouvoir rendre témoin des nouvelles tendances au niveau du marketing territorial. Et d'un autre côté, on avait aussi tout notre travail de fond sur cette reconnexion, cette possibilité au sein du territoire de permettre aux clients de retrouver un sens plus vertueux dans son séjour. Donc ça, on a continué à creuser et finalement, on a à nouveau interrogé ChatGPT en disant voilà, pourquoi Chamonix et sa biodiversité sont un élément différenciant pour les touristes dans leur choix de destination. Et là, je l'ai souligné en gras, j'ai fait un copier-coller en disant c'est pour cette dernière raison que ce territoire est exceptionnel, car la faune et la flore, car il permet à chacun de se reconnecter à la nature par l'observation de la faune et la flore, d'éveiller ses sens et de se déconnecter de la vie urbaine. Et c'est là où je me dis l'outil il est incroyable parce qu'en fait il nous permet sur un axe majeur de dégager des différentes actions sur lesquelles nous on va pouvoir s'appuyer pour consolider notre campagne de communication. La communication, en fait, nous, on a sorti un concept, on n'a rien inventé non plus, mais c'est autour du tourisme durable qui, d'une manière globale, encourage les territoires à avoir un sens plus vertueux dans leur économie de développement. Nous, on s'appuie vraiment sur un marketing touristique engagé, c'est-à-dire on va vraiment développer des outils purement techniques et marketing qui vont pouvoir utiliser l'audience que va créer cette campagne de communication pour pouvoir les sensibiliser justement sur notre axe majeur qui est la sensibilisation et la promotion et la préservation de la biodiversité. Je vais essayer de faire vraiment très très vite. Alors ça c'est sur le fond, du coup on a trouvé un concept différenciant et qui met vraiment en valeur de la destination. Graphiquement, concrètement, ça donne quoi ? Et bien là, du coup, on s'est tourné un petit peu vers Midjourney. À Midjourney, donc vous avez effectivement eu écho avec toute l'actualité depuis récemment, donc on s'est regardé un peu, on a fait un petit peu de veille. Donc effectivement, on a les campagnes Becherel, on s'est dit tiens, il y a quand même différentes tonalités qui émergent au sein de la présentation. Donc Becherel, par exemple, par rapport effectivement au prompt, ils ont décliné cette campagne avec un enfant jouant avec un cerf volant, et ça nous permet d'avoir une campagne assez aussi humoristique et qui est assez décalée, qui est assez intéressante. On avait aussi Saint-Étienne. À Saint-Étienne, c'est super intéressant. Là, ils ont fait, pour la promotion de la nature en ville, un visuel qui a été créé sur Midjourney et qui explique aussi, en tout cas, qui donne caution à l'utilisation de l'outil, parce que en fait, ce shooting-là, un écureuil sur un vélo, il est impossible à faire. Enfin, je mets au défi tout le monde de le faire, mais là, c'est impossible à faire. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ça permet de dire, et de ce coup, par rapport aux professionnels, et nous, on y pense vraiment, de l'image et des arts graphiques, de dire aux vidéastes, de dire, voilà, ce type de visuel, on peut utiliser l'outil pour avoir un résultat assez percutant, et c'est un angle qui nous intéresse, parce qu'il a une caution technique, un prétexte technique qui peut être intéressant à développer. De la même manière, sur la pub Undies, en fait, ces visuels-là, ils ont été totalement réalisés avec Midjourney sur l'intelligence artificielle, parce que là, le shooting, évidemment, sous-marin avec des mannequins et tout, il est possible, mais il est compliqué. Là, en quelques secondes, on a juste demandé de créer deux mannequins sous l'eau en train de nager. Ils ont ajouté par retouche graphique la nouvelle collection de maillots de bain. Donc, il y a quand même des pistes, des tonalités qui sont quand même super intéressantes. Alors nous, du coup, aussi, on s'est amusé. On l'a testé vraiment concrètement, notre gestion de projet. On s'est dit, dans le prompt, moi, avec de l'humour, mets-moi un éléphant dans une télécabine à la montagne, parce qu'on s'est dit, tout le monde peut venir à Chamonix. On a peut-être une image, effectivement, liée au sport extrême, très verticale, etc. Mais là, on veut prendre le contre-pied. Et là, du coup, il nous sort ça. Il nous sort concrètement un éléphant. Il répond bêtement dans une télécabine, avec une définition qui est quand même assez bluffante. Mais pour autant, encore une fois, comme pour ChatGPT, avec des endroits assez perfectibles sur lesquels, on peut, c'est amusant en fait, ça fait sourire en fait quelques secondes et on se dit ok, mais on peut quand même essayer d'aller plus loin. Mais on voit que même nous, en tout cas dans ce secteur-là, on atteint rapidement nos limites.
Donc pour très rapidement pour le prompt, du coup on s'est rendu compte que là aussi dans l'apprentissage du logiciel, c'était beaucoup plus percutant, on avait beaucoup plus de résultats avec des prompts en anglais, avec des mots-clés. Donc là je lui avais demandé par exemple de me donner tout clairement, donc là le prompt il est juste ici, là, 2 skieurs en fond de vallée qui regardent un magnifique panorama. Ici des skieurs dans une télécabine en train de regarder un coucher de soleil. Ici encore plus bluffant, un skieur dans une situation de ski hors piste type GoPro sur un fond avec les grandes Jorasses. Et là, en fait, là où on se dit, ouais, mais il va remplacer les photographes professionnels, c'est impossible. Sauf que là aussi, on atteint très rapidement les limites. Là, on devine qu'il y a 3 skis. Donc bon, déjà, il y a peut-être un petit souci. Et en fait, globalement, on arrive notamment sur tout ce qui est paysage et décor, c'est que là, c'est pas du tout la chaîne, le massif du Mont Blanc. Et ça nous pose souci parce qu'effectivement, dans la déclinaison, dans l'ambition qu'on va avoir sur la campagne, ça va être très très compliqué. Et finalement, aussi, chose que peut-être que vous ignorez, mais sur Midjourney, c'est un prompt, c'est une photo, et nous, déjà dans notre stratégie, on voulait avoir une série. Et là, ça veut dire que là, voilà, on n'arrive pas à s'en sortir, on a des centaines et des milliers d'images qui arrivent, et c'est d'avoir une cohérence entre tout ça. Donc c'est là 5 minutes. 5 minutes, super, merci. Et c'est là où nous, on a passé la main. Nous, on a passé la main avec un directeur artistique, avec le studio Graphis 6. Donc là aussi, on a procédé à une petite consultation. On avait retenu l'agence parce qu'ils avaient fait un travail formidable sur Instagram, sur des prompts et puis sur Midjourney. Donc on a conseillé différentes agences parce que là, justement, on voulait passer par un intermédiaire qui sache vraiment parler, qui sache vraiment dialoguer avec l'outil, qui ait des mots-clés pertinents et sur lesquels, en termes de résultats, on aille beaucoup plus vite sur le truc. Donc là, en l'occurrence, cette sortie-là, ce qu'on a fait, c'est que, en tout cas, ce qu'on lui a demandé, c'est que le fruit de la réflexion humaine en amont du travail, on l'a synthétisé dans Midjourney pour, je vous rappelle, la reconnexion avec la nature, l'intégration de l'animal, évidemment le territoire en lui-même. Et là, il nous sort, en fait, par rapport à nos personnages, en plus on en parlera rapidement, un skieur aux côtés d'un animal. Donc là, nous, on pensait que c'était un chamois, ça ressemble plutôt à une petite gazelle africaine. Mais par rapport à l'émotion que pouvait dégager ce visuel, on s'est dit, voilà, on tient vraiment quelque chose d'intéressant. Et là où l'intervention humaine, encore une fois, elle a été déterminante, et où je trouve que ça valorise, ça recrédibilise le métier encore une fois, de directeur artistique, c'est que sur les prochains prompts qui ont été faits, là par contre, ce qu'on a fait, et pour toute la série de campagnes, c'est qu'on a laissé au premier plan ces 2 acteurs, c'est-à-dire le chamois qui est déjà beaucoup plus cible et techniquement le skieur. Par contre, tout le fond, on l'a supprimé et on a ajouté une vraie photo en fait pour crédibiliser la destination et le message par rapport au client. Donc du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus crédible. Mais par contre, cette mention-là, vous allez voir dans la campagne, nous on l'affiche. Ça va être une image générée par l'IA, mais elle va être sublimée par l'homme parce qu'effectivement, ce n'était pas le même résultat au départ qu'à l'arrivée. Donc on a très rapidement décliné différents personas, nous, donc ça vous le connaissez évidemment par rapport à des skieurs platifs, des contemplatifs, la famille. Du coup on a associé, nous, des animaux emblématiques de la vallée qui pouvaient très bien s'intégrer dedans. Et à partir de là, ici par exemple sous le diamètre des ouches, donc je vous rappelle, tout le premier plan a été généré par l'intelligence artificielle avec là aussi un couple, une famille, et puis ici des renards à côté. Et l'association, en fait, l'image symbolique de la proximité avec les animaux, elle est intéressante parce que pour nous, ça, c'est aussi montrer ce que l'on aime et indiquer au client qu'on a envie de protéger cette association-là. Donc, on a ce premier visuel avec le renard, on a le deuxième ici avec le bouquetin et puis une skieuse de randonnée. Donc, tout le fond, en fait, est vrai. Par contre, tout le premier flanc a été entièrement généré par l'intelligence artificielle. Et là, nous, ça correspond vraiment à nos attentes. Et sur le dernier, en fait, sur le cerf, donc sur 2 personas, par exemple là, en mode plutôt balade, tranquille, etc., on arrive à associer et à lui dicter beaucoup plus d'émotions là-dessus. Donc globalement, mise en page, là, dans quelques jours, en gros, on a réussi à déclencher une série de campagnes selon nos différents personas avec différents visuels pour justement booster les réservations et d'avoir cette premier élément de promesse sur la campagne. Et ça, c'est un petit peu, une manière un petit peu superficielle de la campagne de com. Ça, c'est vraiment de la pub. Il faut vraiment l'interpréter comme vraiment de la pub parce que c'est que 1% de l'étape. La prochaine étape d'après, c'est mon cœur de métier, c'est CRM, c'est d'engager la relation avec le client et lui développer, à contrario, tout un message engageant envers la protection de notre biodiversité et lui adresser des messages personnalisés
sur les bons comportements à adopter envers justement le territoire. Et puis, donc là, je vous passe très rapidement, c'est globalement la déclinaison qu'on va observer sur de différents supports en termes d'insertion presse, etc. Dans le métro parisien début novembre, et puis là, c'est une déclinaison sur l'office de tourisme. En parlant d'IA, on n'a pas utilisé non plus cela. Dans Photoshop, évidemment, parce que à cette époque-là, quand on a utilisé Midjourney, on avait encore des difficultés en termes de définition à pouvoir extraire un visuel qui soit, pour certains qui le savent, on hoche la tête, difficilement exploitable. Et là aussi, par l'intelligence artificielle, dans des outils que pour certains maîtrisent ou d'autres, on a pu du coup extrapoler un petit peu entre guillemets cette possibilité et de pouvoir l'afficher ici. Et puis ça a fuité. Et puis pour nous, là où le parier commence à être gagné, c'est le début de l'aventure. C'est la semaine dernière dans le Dauphiné où effectivement on a relevé le premier point, ça a été utilisé par l'intelligence artificielle et on a intégré cette nouvelle notion de marketing engagé, puisque le fond, en fait, vraiment le cœur de la campagne, c'était vraiment de dire bon voilà, on vous fait un petit coup on vous provoque un petit peu avec ce visuel un petit peu déroutant, enivrant, mais aussi assez excitant sur la destination. Et tout le monde, en fait, on sait que les touristes vont venir skier, se prélasser, etc. Mais nous, on voulait vraiment profiter de cette opportunité pour délivrer un autre message beaucoup plus vertueux. Et après j'en ai fini. Après, en fait, on a à nouveau demandé à ChatGPT. On dit voilà, quel futur pour Chamonix-Mont-Blanc. Et puis en fait, là aussi, il nous offre d'autres peut-être perspectives. Moi, j'ai retenu par exemple sur la dernière ligne, c'est la promotion du tourisme toute saison. Au lieu de se concentrer uniquement sur la saison de ski, il est possible que Chamonix-Mont-Blanc cherche à promouvoir le tourisme tout au long de l'année. C'est vrai que nous, par exemple, on ne communique pas l'été. On a beaucoup de public, on a cette chance-là d'avoir beaucoup de monde l'été, et on a une priorité plutôt d'une communication plutôt l'hiver. Mais du coup, là, par rapport face au réchauffement climatique, normalement, on se dit que là, encore aujourd'hui, on va avoir des opportunités de découverte du territoire dans d'autres moments de la saison, et peut-être d'ouvrir effectivement un peu les vannes et puis l'intérêt au territoire. Donc peut-être que là, effectivement, il y a des choses à creuser. Et puis là, ce ping-pong en fait avec l'outil nous permet un peu d'avoir ça. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais au cas où, mais sinon j'ai un petit film promotionnel, mais c'est pas grave. J'ai vraiment essayé de faire vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir le regarder quand même. Voilà. On n'a pas le son, mais on a les images. Voilà. Mais merci à tous. Est-ce que vous avez des questions ou des réflexions par rapport à ça? Donc, vous connaissez tout à la vectorisation des bases de connaissances. Merci. La question, c'est plus pour Chamonix. Sur, finalement, est-ce que vous avez prévu de faire une étude sur l'impact de cette action-là, et notamment sur le fait que les clients ou les personnes pourraient trouver que finalement, vu que c'est l'intelligence artificielle qui a participé ou produit cette campagne de communication, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des retours négatifs sur la véracité, sur l'authenticité, ce genre de remarques? Alors on a fait un petit panel test, et en plus je me retourne vers mes collègues parce que votre question est super intéressante, et en plus pour moi parce que le plus important justement c'est le retour. Nous on annonce un message, mais ce qui va être vraiment constructif, ça va être vraiment le retour des clients, et là-dessus on va mettre en place toute une campagne d'avis justement via des emails automatiques, via les hébergements, les activités qu'ils vont pouvoir choisir, pour déjà dans un premier temps leur demander l'appréciation qu'ils ont sur la campagne, et puis comment dans l'ADN même de la campagne, savoir si le message avait bien été compris. Si au-delà d'avoir utilisé l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils ont retenu un petit peu les codes et puis le message qu'on a voulu leur faire passer. Là, pour le moment, en plus, nous on l'affiche, on ne voyait pas très bien sur les visuels encore, mais on l'affiche très clairement, on le revendique. On a voulu aussi surfer un peu sur l'actualité. C'est une image générée par l'IA, et puis c'est aussi un grand message par rapport je vous avais dit tout à l'heure, au métier d'art graphique, mais on ne trompe pas en fait. On ne trompe pas le client, on lui montre justement par le fait d'avoir gommé l'arrière-plan et de remettre de vraies photos sur l'image et puis l'émotion qui va pouvoir arriver à destination. Donc je l'espère. Et puis par contre, si effectivement on a beaucoup d'avis négatifs, ou en tout cas des remarques, c'est une réflexion. Là pour nous, pour le moment, à ce stade, c'est un one-shot en fait.
C'est que voilà, on est au 22 juin, on est un peu, des fois, dans ce contexte-là, pieds poings liés, on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, c'est vrai que du coup, l'intelligence artificielle, là, et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'avais pas beaucoup de temps, mais c'est un gain de temps incroyable. C'est un gain de temps incroyable dans la réflexion, dans la construction. Si derrière, enfin demain, d'ailleurs, j'ai testé, il y a aussi dans Salesforce, il y a il y a l'IA dans une journée, par exemple, dans le parcours client qu'on veut donner, en quelques secondes, on lui demande un scénario et puis il nous livre tout de suite, quoi. Donc ce gain de temps-là, il est vraiment hyper précieux et c'est vraiment, je pense que dans un premier temps, l'intelligence artificielle, il faut voir comme un outil de productivité, un outil vraiment de gain de temps. Enfin, il faut l'utiliser vraiment en escient et puis à un moment donné, nous, on a trouvé nos limites par rapport au fond et à la forme et du coup, on a passé la main. Mais dans un premier temps, dans un stade purement productif, je trouve que c'est une évolution qu'il faut, en tout cas, il faut prendre le wagon. Mais merci beaucoup Cédric, parce que vraiment c'est un bel exemple. Merci à tous. Merci. On peut applaudir nos intervenants.